Donc, Oh, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Coin des Joueurs. Du coup, je vous présente Quentin. Euh, bonjour à tous. Je m'appelle Quentin Lambrand, Cléonis pour les réseaux sociaux et de base, dans la vraie vie, comme j'aime à le dire, je suis professeur. Professeur de... Alors, je suis professeur de sport. Souvent, je laisse un peu les gens essayer de deviner. On me dit prof de maths, ce qui me va aussi. Et de ludopédagogie, qui risque à un moment de nous concerner un peu plus dans la discussion. Je voulais revenir sur tes études, sur ton parcours, si tu peux expliquer un peu. Ouais. Mes études n'ont rien à voir avec le monde ludique. Je pense que ça paraîtra logique vu que j'ai donné mon métier. J'ai fait des études pour devenir professeur de sport. Je travaille en Belgique. Du coup, ça s'appelle un bachelor en 3 ans pour pouvoir travailler avec des enfants et donner des cours essentiellement de sport de base. Et il s'avère que au fur et à mesure du temps, j'ai voulu créer une école, ce qui est assez dingue à imaginer, hein. Et c'était possible en fait. Je savais pas que ça existait, que c'était potentiellement quelque chose de réalisable, et il s'avère que j'ai eu l'opportunité, avec plein d'autres personnes, évidemment, pas tout seul du tout, qui travaillaient sur un projet, d'intégrer ce projet-là et de créer du coup une école à pédagogie active. Donc, qui travaille un petit peu, je me permets le mot, mais différemment. C'est pas pour ça qu'on fait ça mieux, mais on fait différemment. Là-dedans, j'ai pu intégrer des cours consacrés autour de la ludopédagogie, l'apprentissage par le jeu de manière générale. Je fais des résumés hein, dans mes parcours, etc. Ouais, ouais. En fait, tu as eu cette opportunité, donc tu l'as fait. Et Mhm. est-ce que tu continues toujours à être professeur de sport ou plus du tout? Je suis encore professeur de sport. Dans mon horaire, il est assez varié. J'ai pas mal de casquettes au sein de l'école, puisque je coordonne tout ce qui va être au niveau sportif. Je donne encore des cours de sport à raison de une dizaine d'heures par semaine. Sur un temps plein, ça fait plus ou moins un mi-temps. La moitié de mon temps, on va dire, va être consacré à des heures de sport. L'autre moitié de mon temps va être séquencé entre l'accompagnement des élèves à décrochage scolaire. C'est plus un travail individuel. Et des cours de ludopédagogie, justement, plutôt en après-midi. C'est Et... les heures supplémentaires, hein, ça, on parle même pas. Est-ce que tu peux parler un peu plus de la ludo-pédagogie? Là, les ludopédagogies, selon moi, attention, parce qu'il n'y a pas de définition hyper claire et hyper arrêtée, et donc je donnerai la mienne, et j'ai le droit de ne pas avoir la même que tout le monde, mais c'est permettre aux enfants de faire des apprentissages par le jeu de société. Et donc, au sein de mes cours, on va jouer à des jeux de société, et ce qui est hyper important que j'ai voulu mettre en avant, c'est pas jouer à des jeux de société qui sont pédagogiques, c'est-à-dire des boîtes où on vous dit apprends les maths et apprends à compter. On va aller jouer à Living Forest, on va aller jouer à un loup-garou ou ce genre de choses qui sont plus connues pour les élèves. J'ai donné deux styles de jeux différents. On va jouer à ce que j'appellerais des jeux modernes, des jeux pour s'amuser. Mais au sein de cet amusement, on va aussi apprendre plein de choses parce que quand vous jouez au loup-garou, je donne souvent cet exemple-là parce qu'il permet à des gens de comprendre. Quand tu joues au loup-garou, tu développes des compétences de français d'argumentation. Parce que tu dois essayer d'être en train de faire croire que tu es villageois alors qu'en fait tu es un loup-garou. Tu développes aussi des compétences transversales sociales dans le fait d'être dans la discussion avec les autres, de savoir écouter, de savoir prendre la parole face à un groupe. Et en fait, ça, si vous regardez mais même en France, hein, si vous regardez dans les compétences qu'un enfant doit apprendre, c'est des items. Et donc plutôt que les apprendre au cours de français, on va dire, avec un prof de français qui va donner de la matière, nous, on s'est dit, attention, hein, il y a des cours de français aussi qui donnent de la matière, mais on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas aussi les travailler à d'autres moments par d'autres canaux? Et le canal du jeu de société est un élément d'apprentissage, mais je reprécise, hein, ils ont aussi des cours de maths, ils ont aussi des cours de français, où là, on va peut-être voir de la matière d'une autre manière, ce qui permet à des enfants d'arriver à se repérer et à faire des liens aussi. Ah ben en français, on a vu l'argumentation d'une telle manière, peut-être d'une manière plus classique, je mets des guillemets, hein. Du coup, dans le cours plus tard, on essaye de s'arranger. Je vais travailler autour du loup-garou et on va les travailler d'une autre manière, ce qui va parler à certains enfants, ce qui va pas parler à d'autres enfants, et on les fait évoluer là-dedans. Et tu as des classes de combien d'enfants? Alors, le matin, c'est des classes de 20 à 26 élèves au sein de la classe. Et le matin, c'est plutôt ce qu'on je vais appeler les cours théoriques. C'est des cours transdisciplinaires. Donc, c'est des cours qui vont travailler autour d'un thème. Et là, il va y avoir le professeur de français qui va venir intervenir, le prof de maths qui va venir intervenir. Et les après-midi, c'est des ateliers. Donc, c'est là où je donne plutôt les cours de ludopédagogie. Et là, c'est plutôt 16 élèves quand on y arrive. Ok. Évidemment, c'est toujours le quand on y arrive parce qu'on a plus de 650 élèves maintenant. C'est pas toujours facile d'arriver à bien tout répartir. Donc, ça peut monter jusqu'à 20, mais c'est exceptionnel. La moyenne, c'est 16 élèves.
Et je trouve que c'est un magnifique chiffre pour pouvoir travailler avec les enfants. Ouais, parce que tu fais 3 tables de 5 ou 6 Ouais. euh, et que tu fais 3 jeux, quoi. C'est ça, essentiellement. Après, j'ai toute une séquence d'apprentissage et bon, je ne vais pas dévoiler tous mes cours non plus parce que je donne des formations aussi sur ça, mais sur comment aller travailler par le jeu. Là, j'ai donné un exemple avec le loup-garou, mais j'ai différents thèmes. Aujourd'hui, on va travailler autour du jeu coopératif et on travaille aussi avec des fiches d'apprentissage qui sont différentes en fait à chaque cours. Il faut vraiment imaginer que c'est comme si j'avais préparé un cours de français, de maths ou d'histoire-géographie, mais qu'au lieu d'utiliser un support feuille papier, j'utilisais un jeu de société. Et que par delà, ce jeu de société, on va essayer d'aller dégager des apprentissages. Ce qui est assez difficile et que j'essaye de faire comprendre autour de moi, c'est que pendant le jeu, on joue avec soit avant, soit après, quelque chose à faire attention. Mais pendant qu'on joue au loup-garou, je suis pas en train d'arrêter en plein milieu de la partie le loup-garou et dire alors, du coup, qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre, nanani, nanana? Parce que pour moi, ce qui était hyper important, c'est que le jeu doit rester jeu aussi. Et donc ça, tout le monde n'est pas obligatoirement d'accord dans la ludopédagogie et chacun a le droit d'avoir son avis. Mais mon avis, c'était que le jeu doit pouvoir rester jeu, doit rester vecteur et vertu simplement d'amusement de base. Et que ensuite, après la partie, après le moment de jeu, parfois ils n'ont pas le temps de finir une partie parce que je veux qu'ils fassent quelques tours de jeu pour découvrir celui-ci. Et puis on rentre dans ce que j'appelle le méta, dans le travail et justement dans l'apprentissage, soit après, soit avant, où je leur dis ben, on va jouer à telle chose, faites attention à tel point, tel point, tel point, ce qui ne les empêche pas de s'amuser. Ce que je voulais vraiment pas, c'est faire des cours où on fait un tour de jeu, on s'arrête, on doit discuter pendant 10 heures de tout ce qui s'est passé, de débattre, etc., prendre des notes sur des feuilles, faire des évaluations. Je voulais proposer quelque chose qui soit assez dynamique. Et ça va faire combien de temps que tu fais ça? Du coup, ça fait 6 ans, la ludopédagogie. Alors, c'est pas officiel, malheureusement, pas encore. Ça le devient tout doucement en Belgique. Il y a une formation qui s'appelle Sciences et techniques du jeu qui a été créée, qui est apparue après, ou en tout cas, moi, je l'ai découverte un peu après que j'ai commencé à donner mes cours. Donc, c'était assez compliqué, étant que travailleur, de me libérer du temps pour pouvoir suivre cette formation-là même. Maintenant, j'ai discuté et j'ai rencontré pas mal de personnes puisque je bouge beaucoup dans le monde ludique, dans d'autres domaines. Et donc, ça me permet de énormément développer des choses autour de ça, de discuter avec des enseignants. Et donc, ça va peut-être un jour ou l'autre être reconnu. Et il faudrait que je fasse attention à ça parce que j'ai pas, comme tu l'as bien compris, le diplôme officiel qui n'existe pas. J'ai plutôt quelque chose qui, comment est-ce qu'on dirait, valorisation d'expérience dans le monde ludique, ce qui m'amène à pouvoir faire ça. Mais peut-être que ça va se développer au fur et à mesure. Je sais pas. On verra un petit peu. J'avoue que c'est comme beaucoup de choses, hein, c'est un métier et j'ai la chance de travailler dans une école qui est mon projet, donc où j'ai des grandes libertés, où je peux faire plein de choses magnifiques. Mais il faut aussi imaginer dans 10, 20, 30, 40 ans, bah, peut-être que je devrais engager quelqu'un qui a ce papier parce que moi je ne l'ai pas et que du coup au final je ne peux m'engager que sur certains critères, hein. Bah, là on revient sur des choses plus administratives, c'est plus des problèmes administratifs, hein. Mais donc, je dois y faire attention. Donc, je suis curieux et puis j'ai envie de soutenir aussi d'une certaine manière des formations comme celle-là qui commencent à exister. Je verrai bien un peu dans le futur ce que j'arrive à obtenir à ce niveau-là. Ça demande sans doute des écrits. Je réfléchis à écrire des choses autour de justement mes cours. J'ai fait quelques vidéos là-dessus où je commençais à parler de comment je travaille. Et je me suis dit, bah, peut-être que si j'écris des articles ou ce genre de choses, je peux arriver à faire valoir mon expérience de manière plus concrète, étant donné que des vidéos sont pas encore, c'est triste, hein, mais à l'heure d'aujourd'hui, quand tu fais une vidéo sur quelque chose, elle n'est pas reconnue par l'État comme une valorisation d'expérience, ce qui est dommage. Donc, je dois écrire ce que je dis dans ma vidéo pour peut-être arriver à me faire valoir. Et tu penses que c'est plus développé en France ou en Belgique ou pas du tout? Wow, très bonne question. Je sais pas du tout en France. En France, j'assimile beaucoup ça à ce que j'entends parler dans les écoles démocratiques, parce que ça, je sais que ça existe en France et nous, en Belgique, on a des choses un peu similaires. Mais je pense que ça se développe un peu plus en Belgique, parce que j'ai pas, à ma connaissance, de formation tout court en France, simplement déjà. Après, il y en a peut-être, et si c'est le cas, dites-le dans les commentaires. Ça m'intéresse. Mais même, moi, ça m'intéresse de discuter avec des gens et de voir un petit peu comment chacun évolue. Puis c'est quelque chose que je commence seulement à ouvrir parce que moi, je l'ai fait avec l'ouverture de l'école. Je l'ai fait un petit peu à ma sauce, hein, très honnêtement, en mode, bon, ben voilà, je veux essayer de travailler ça avec les enfants. Et au fur et à mesure, je commence à en parler autour de moi en disant, mais en fait, tiens, comment est-ce que toi tu fais? Comment est-ce que toi tu ferais, même si tu l'as jamais fait? Et rassembler et discuter avec des gens et puis bah, essayer de faire évoluer cette pratique. Ouais, il commence à y avoir des formations. J'ai rencontré un ami qui me disait qu'il faisait des études dans le jeu.
Et je me suis dit, chouette, ça commence à arriver. Donc, ça arrive petit à petit, mais ça met du temps. Ouais, ben, en Belgique, il y a vraiment, c'est ce que je te disais, cette formation en sciences et techniques du jeu, qui est une spécialisation que tu peux prendre. Je vais pas arriver à bien la vendre obligatoirement parce que je l'ai pas suivi, évidemment, mais où tu peux, en gros, au bout de 2 ans de cours du soir et de samedi, etc., donc c'est pas obligatoirement pendant tes heures de travail, euh, arriver à obtenir ce diplôme, ou en tout cas ce brevet, cette spécialisation, et ça peut te permettre de devenir, par exemple, ludothécaire essentiellement de base, où justement ils ont une section qui travaille autour du fait de devenir peut-être auteur de jeux, travailler dans le game design, ce genre de choses. Donc c'est une section qui grandit, qui évolue, qui s'enrichit de plein de personnes qui viennent travailler. Donc, et je vais les re-rencontrer ce samedi. Je vais justement discuter avec eux pour voir un peu comment ça a évolué. Parce que moi, c'était il y a 2 ans que je m'étais vraiment énormément renseigné. Et depuis 2 ans, ben, j'ai pas trop suivi leur évolution. Donc, sciences et techniques du jeu, si ça vous intéresse, à l'HE2B à Bruxelles. Et sans doute que sur leur site internet, il doit y avoir bien plus d'informations que ce que je viens de dire. Ok, et là, tu es chez toi ou tu es à ton boulot? Je suis chez moi, pourquoi tu vois plein de jeux derrière et tu te Ouais, c'est demandes? parce que je suis étonnée de la ludothèque que tu as, mais du coup, ça doit être tous les jeux que tu dois emmener régulièrement pour... Ah non, là, il n'y a rien. Là, D'accord, il n'y a ok. rien du tout. Donc Bon, ben, là, ce que tu vois, c'est... ouais, alors, ça va être un petit peu bordélique, mais vous allez voir, attention, parce qu'il y a encore là-bas, après. Bon, vous voyez le bordel là-bas en bas, c'est tous les jeux que je dois encore trier, ranger, etc. d'accord. Donc là, c'est mon chez-moi. C'est aussi pour mes vidéos YouTube, accessoirement, ça me fait un petit décor, hein, l'air de rien. Ok. Mais c'est pas des jeux du tout de la ludothèque. Dans la ludothèque, j'ai plus de 500 jeux de société à l'école. Ça va être un peu plus les miens. Je mets des guillemets parce que je fais des switches, en fait. Les jeux à l'école sont les miens aussi. C'est plus bah, parce que j'ai envie d'avoir des jeux chez moi. Là, il doit y en avoir quoi, 250, 300, quelque chose comme ça. Ok, Pas grand-chose. ok. Oh, franchement, j'ai appris, il y a des gens, ils ont beaucoup plus de jeux que moi. Donc, Oui, oui, au oui. départ, Ouais, il j'avais y a l'impression certains qui d'avoir en ont énormément. plus et d'autres qui en ont moins. Les jeux de société, du coup, tu en as combien à peu près à ton boulot alors? Plus ou moins 500, facilement. Ouais, d'accord, ok. C'est ça. Essentiellement, qui ont été réfléchis pour avoir de tous les goûts, de tous les niveaux, de tous les âges. J'ai du classique, hein, et c'est hyper important de ne pas dire non à des jeux classiques comme Monopoly, Cluedo, Scrabble, ce genre de choses, même un loup-garou ou un Uno. C'est pas les jeux que je vais plébisciter, mais c'est important que je les aille parce que ça me permet de faire venir des élèves dans le monde du jeu, vu que eux, au moins, ils connaissent ça, ça les rassure. Et puis ensuite, on peut les emmener sur d'autres jeux de société et ils seront un peu plus d'accord en mode, allez, ok, je vais découvrir un autre truc pour une fois. Et à chaque fois, c'est les après-midi que tu fais, ça dure 1 heure, 2 heures? Du coup, c'est de 14 à 16h15, donc pendant 2h15. Ok. Pendant 3 semaines, j'accompagne ces élèves-là autour de la ludopédagogie, puis j'en ai d'autres, puis j'en ai d'autres, puis j'en ai d'autres pendant toute l'année. Et je choisis un petit peu. L'année prochaine, ce sera sans doute vers les 15, 16, 17, 18 ans, donc chez des plus grands. Ces dernières années, j'étais plus sur les 12, 13, 14 ans. Je développe un petit peu. C'est moi aussi en fonction de comment je sens que je prépare mes séquences, que je me dis, bon, bah, l'année prochaine, ce sera plutôt chez les plus grands, vu ce que j'ai préparé et vu ce que j'ai envie de faire. Et du coup, tu as une chaîne YouTube. Ouais, Cléonis, du coup. C'est ça le twist et le changement de casquette. J'ai une chaîne YouTube, elle date d'il y a 10 ans maintenant. Ouf, ça me rajeunit absolument pas. C'est une chaîne YouTube qui a été lancée avec la première vidéo, qui est une vidéo de règles sur Citadel, qui est quand même un jeu que j'ose vous présenter parce que c'est quelque chose d'assez connu de Bruno Fedouti. Et je sais que j'étais chez moi avec un vieil iPhone, le 3GS, genre vraiment, c'est le truc bah, de base, et que j'aimais tellement ce jeu, mais j'étais genre tellement fan que YouTube, il y a 10 ans, ça existait, mais c'était pas la même chose qu'aujourd'hui, c'était pas aussi populaire, et j'avais juste envie de partager ça, donc j'ai tourné une vidéo qui est horrible, horrible, hein. Franchement, à retrouver, l'année passée, je crois que je me suis amusé à la regarder en live pour m'amuser avec les abonnés, c'était assez rigolo. Et puis de là, la chaîne, elle a évolué sur le jeu de cartes, essentiellement Malkir et puis Keyforge, qui ont Ok. été des grosses évolutions en termes d'abonnés et de gens qui me suivent dans ma chaîne, avec parfois des petites pauses hein, dans les 10 ans parce que j'ai pas toujours fait que ça. Ensuite, après Keyforge, ça a énormément grandi parce que j'avais une grande base de communauté qui me reconnaissait en tant qu'expert du jeu de cartes et du game design, parce que c'est vraiment les deux thèmes que maintenant j'aborde dans ma chaîne YouTube. Alors, je m'empêche pas de publier une vidéo autour d'un festival, de publier une vidéo autour d'un autre truc un peu hors sujet dans le thème du jeu de société, mais
Essentiellement, c'est une vidéo par semaine minimum. Alors, cette semaine, elle doit apparaître là maintenant, mais je ne sais pas trop si je la publie. Et c'est autour du jeu de cartes ou du game design qui est devenu ma deuxième profession. Et du coup, tu arrives à gagner un peu d'argent avec YouTube? Pas du tout. Absolument pas. YouTube ne me rend pas professionnellement parlant suffisamment. Enfin, il me fait pas gagner d'argent. D'ailleurs, j'ai en fait enlevé les publicités sur YouTube. Quand tu passes 1000 abonnés, tu peux activer l'option publicité, en gros. Et du coup, moi, je l'avais fait pendant un temps en me disant, bah, on sait jamais. En soi, pourquoi pas? Je pourrais dire oui. Et c'était plus même embêtant qu'autre chose, même pour moi. Donc j'ai enlevé toutes les publicités. Donc si vous avez des publicités en regardant mes vidéos, c'est que c'est YouTube qui les met, mais moi, je ne gagne pas d'argent là-dessus. Et c'était trop faible. Il y a Twitch qui peut permettre de dégager un tout petit peu, mais il faudrait que je sois plus régulier. Et il s'avère que j'ai une chaîne Twitch en gros, mais j'ai décidé d'intégrer ce qui s'appelle Entrejeux Studio, qui est une association qu'on a aussi créée il y a plusieurs années, un groupement il faut imaginer des groupements de youtubeurs qui se sont dit, plutôt que faire chacun notre live Twitch de notre côté, si on se mettait ensemble pour faire quelque chose de plus régulier, de plus professionnel, et du coup, bah, se partager les bénéfices. Et donc, il y a très peu de bénéfices, étant donné qu'on est beaucoup pour très peu de bénéfices. Donc, c'est pas les vidéos YouTube, les Twitch, les réseaux sociaux, c'est vraiment une passion, c'est vraiment un plaisir personnel. Et c'est aussi peut-être m'attirer une certaine notoriété, une certaine visibilité qui m'amène des contrats de travail, qui m'amène des éditeurs avec qui je peux travailler, qui m'amène différentes choses en fait. Ok. Donc, tu es régulièrement en contact avec des éditeurs ou comment ça se passe? Je suis régulièrement en contact avec des éditeurs parce que ça fait longtemps que je suis dans le monde du jeu de société, un peu dans l'ombre. Ça doit faire franchement 5, 6 ans maximum que je suis, on va dire, apparu sur le devant de la scène avec mon visage d'une certaine manière et que je me représente en tant qu'auteur de jeux de société, formateur en ludopédagogie, créateur de contenu, animateur, enfin toutes mes casquettes. Alors qu'avant, j'étais un peu plus dans l'ombre et je le disais pas trop haut, pas trop fort et c'était un petit peu les gens qui savaient savent et les autres le savaient pas. Et, euh, et c'est extrêmement récemment, ça fait 1 an que j'ai décidé de filmer un petit peu mon aventure autour du comment est-ce que j'arrive à me professionnaliser réellement dans le monde ludique. Donc, c'est des petites vidéos que je tourne, état des lieux, et les gens adorent. Donc, c'est cool parce que je peux me permettre de partager un peu comment est-ce que j'essaie de me professionnaliser. Bon, en ayant clairement un passé dans le monde du jeu, hein, mais quand je dis professionnaliser, c'est vraiment arriver à dégager un salaire. En tout cas, j'aimerais bien dans le futur, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Et du coup, tu es formateur. Ouais, du coup, je forme en ludopédagogie des enseignants pour que dans leur classe, ils fassent de la ludopédagogie et que comme ça, moi, je puisse arrêter un moment de le faire et qu'il y ait plein d'enseignants qui le fassent eux-mêmes dans leurs cours. C'est la chance qu'on a dans l'enseignement, c'est qu'en Belgique, tout enseignant doit suivre une formation par an, quelle qu'elle soit. En tout cas, il doit s'inscrire. Et donc, il y a énormément, il y a un gros potentiel. Et je forme de base en sport, parce que je suis ancien sportif professionnel dans une discipline, le frisbee, comme ça vous avez l'info. Et du coup, je donnais beaucoup de formations autour de ça. Je continue dans ce domaine-là. Et ça m'a donné plein de contacts. Et à un moment, j'ai parlé de la ludopédagogie à une personne qui engage justement des gens pour former. Et elle s'est dit, mais moi, ça m'intéresserait si tu as une formation, quoi. Donc, j'ai travaillé un petit peu là-dessus. C'est encore assez léger. C'est pas une formation qui m'est énormément demandée, mais parce que moi aussi, je prends du temps de la rendre plus pertinente, plus meilleure en tout cas. Donc, c'est pas pour ça qu'elle est nulle maintenant, mais je sens que j'ai encore beaucoup de choses à apporter dans cette formation avant de la faire à plus grande échelle. Tu l'as fait à distance? Non, non, en présentiel. Ah oui, d'accord, ok. Donc, c'est des enseignants qui se libèrent une journée de leur travail pour venir à un endroit X. Et il y a plein d'autres formations autour de moi, hein, et d'autres formateurs qui donnent des formations dans différents domaines. Et à partir de là, ben, moi, j'ai un groupe de personnes, d'une vingtaine de personnes que je forme à la ludopédagogie. Et du coup, tu arrives à avoir du temps pour toi ou tu travailles tout le temps? Du temps pour moi. Qu'est-ce que eh ben, les gens s'étonnent de ça. C'est hyper quelque chose que je mets en avant. J'ai du temps. J'ai vraiment du temps. J'ai beaucoup d'organisation par contre. Là, tu vois, on fait notre rendez-vous. Je sais qu'après, j'ai un autre rendez-vous. Je sais que ce soir, par contre, je vois une amie et on va tester mes prototypes, vu que je les emmène pas dans pas longtemps. Et donc, en fait, je suis assez bien organisé. J'ai des temps vides aussi, des moments où il n'y a rien dans mon agenda, il peut rien y avoir. Comme ça, je verrai bien ce qui se passe et mon feeling du moment. Mais effectivement, ça demande une organisation où
Bah, les lundis, c'est les lives. Donc, du coup, les soirs sont pris, la journée est prise du travail et j'ai un laps de temps pour manger, me laver et me reposer un peu. Les mercredis, c'est les tournages de vidéos, les rendez-vous, les contacts avec les éditeurs, parce que le mercredi, c'est un jour où je travaille peu à l'école et je me suis libéré du temps pour me lancer plus professionnellement dans le monde du jeu. Donc, le mercredi est consacré au monde du jeu, vraiment, vraiment. Et puis les week-ends, alors là, ça dépend. Franchement, il y a des week-ends, je pars à la mer et je vais profiter. Et il y a d'autres week-ends où c'est on fait parier ludique. Et là, ça s'enchaîne. Ok. Et du coup, tu t'essayes de faire régulièrement plusieurs festivals? Ouais, tout ce que je peux faire, je le fais. Ça va essentiellement juste dépendre de un truc, c'est mes congés. J'ai la chance d'être professeur et donc oui, nous avons des congés en tant que professeur et ils sont géniaux. Et c'est une des raisons, il ne faut pas avoir peur de dire que c'est quelque chose qui est vraiment bien. Ça me permet de faire plein de choses sur le côté, mais les festivals ne tombent pas toujours pendant des dates de congés. Typiquement, ce week-end, c'était Paris Ludique, c'est là où on s'est rencontrés. Je suis parti samedi matin à 5 heures du matin et je suis reparti dimanche vers 16 heures pour arriver pas trop tard chez moi. Et hier, vendredi soir, je bossais et lundi matin, je travaillais. Donc, c'était un week-end chargé, comme j'appelle ça. Mais là, là, ça va être les vacances. Donc, comme c'est les vacances scolaires, je vais faire un peu la tournée des festivals avec l'objectif de signer des jeux. En tout cas, c'est l'objectif que je me suis donné. Et du coup, tu es créateur de jeux. Ouais, la dernière casquette, on y arrive. Ouais, c'est une casquette qui a apparu, qui est la plus importante pour moi, évidemment, qui est celle que j'essaie de mettre le plus en avant dernièrement. Et c'est essentiellement, franchement, l'histoire, elle est extrêmement simple. Depuis que je suis tout jeune, je crée des règles pour jouer tout seul parce que dans ma famille, j'étais tout seul à vouloir jouer. Donc, j'inventais des règles où j'étais schizophrène, comme à mon avis, beaucoup d'auteurs de jeux de société. Pour avoir discuté avec pas mal d'auteurs de jeux de société, souvent le parcours, il est vraiment genre vachement similaire. J'avais personne pour jouer avec moi, j'inventais des règles pour m'amuser et créer des variantes de jeux. Il y a, oula, 8 ans, oui, c'est ça, quelque chose comme ça. Ouais, 8 à 10 ans, j'ai eu l'occasion de travailler sur des jeux de société, pas en mon nom propre, mais où on m'a proposé dans des maisons d'édition, de faire du bêta-test, de tester des prototypes, ce genre de choses. Et ça m'a énormément plu. Et puis j'apportais beaucoup de critiques, pas négatives, mais constructives sur comment améliorer tel ou tel jeu. Ça m'a énormément plu. Et je me suis dit, enfin, il y a eu une histoire, il y a eu un jeu que je ne citerai pas, qui m'a rendu fou parce que pour moi, il était pas à mon goût. Alors à l'époque, je disais qu'il était mauvais. C'était horrible. Pour moi, c'était le jeu. Franchement, je comprenais pas comment un éditeur avait pu éditer ce jeu et le vendre. Et comment il pouvait se vendre. Franchement, c'était dingue. Pour moi, j'étais choqué de ça. Franchement, j'étais en mode, mais c'est pas possible. Si... Et vraiment, j'ai eu cette phrase. Si ce jeu s'est fait éditer, je suis capable de me faire éditer. Et du coup, je me suis lancé ce défi de me dire, en fait, c'est qu'il y a un monde où des éditeurs peuvent te suivre dans des jeux qui sont peut-être pas grandioses, mais qui sont là. Je me suis dit, est-ce que c'est possible? J'ai contacté des éditeurs sur certains de mes prototypes. J'ai eu beaucoup de refus, beaucoup de refus, beaucoup de refus, encore des refus et encore des refus. Et puis, par chance, j'ai eu Timeland qui est apparu, qui s'appelait pas comme ça à l'époque, qui a été vraiment mon premier jeu. J'en ai fait trois à l'heure actuelle en mon nom propre. Un qui est un print and play, parce que j'en avais marre d'avoir des refus. Et donc j'ai décidé de m'auto-éditer. Donc c'est petite édition, vraiment très léger. C'est mon père qui a fait les illustrations. On s'est éclaté et c'était une aventure géniale parce que j'ai une liberté totale. Étant donné que je fais tout moi-même, c'est un print and play, donc ça me coûte pas extrêmement cher à imprimer, à envoyer aux gens. Super chouette succès, plus un jeu enfant. Grâce au Covid, ça l'a mis vachement en avant parce que il y a plein de gens qui s'est intéressés, qui ont voulu jouer, hein. Il faut dire les choses comme elles sont. Et donc, moi, je l'ai rendu gratuit sur mon site internet en disant, bon, en fait, let's go, amusez-vous avec mon jeu. Je voulais me créer un peu de notoriété plus que me faire de l'argent vraiment. Et puis, du coup, il y a eu Timeland, le deuxième. Là, c'est chez Ferti Games. C'est le jeu que je dis qu'il y a eu la structure la plus logique de je contacte un éditeur, il me dit oui, je signe le jeu, on travaille 2 ans dessus, il sort en boutique. Ce que j'appelle le parcours classique d'un jeu de société et d'un auteur, d'une certaine manière. Et enfin, il y a eu Embarquement immédiat, qui est juste là, qui est un jeu de commande, où j'ai gagné un appel d'offres, il y a des gens qui cherchaient à créer un jeu de société. Avec Captain Meeple, Cédric, on a travaillé ensemble autour de ce jeu et on a fait Embarquement immédiat. Là, tu es sur d'autres prototypes. Ouais, là, du coup, je suis sur plusieurs autres prototypes qui sont finis et que je présente à des éditeurs et je refais ce parcours du combattant qui est de convaincre un éditeur dans le monde du jeu, sachant que le monde du jeu a énormément évolué. Il faut
faut oser le dire, il faut voir qu'ils s'industrialisent beaucoup, ce qui a énormément de choses positives, hein, parce qu'il y a plein d'acteurs qui s'y intéressent. Il y a énormément de jeux qui sortent chaque année, les vannes explosent, et donc les éditeurs sont plus réticents à éditer des jeux qu'il y a 10 ans, parce que bah, c'est pas aussi simple de les vendre non plus. Donc voilà, je cherche un éditeur. Bonjour les éditeurs. Et donc je vais voir des éditeurs en leur proposant mes prototypes et aussi en proposant mes services en tant que, bah, du coup, j'appelle ça consultant en game design. Donc soit les accompagner dans le développement d'un de leurs jeux déjà signés, soit de créer un jeu de toutes pièces. Au final, je l'ai déjà fait. C'est ce qu'on appelle les jeux de commande, où on te demande un jeu et tu le fais. Et j'aimerais bien, là, dans tout ce travail de professionnalisation, j'aimerais bien que ce travail d'auteur, bah, ce soit celui qui prenne une part importante au niveau financier, sans pour autant, je ne demande pas la lune, mais d'arriver à me dégager un petit salaire, c'est un objectif. Maintenant, on n'y est pas du tout et on n'y sera peut-être jamais et c'est pas grave, au moins j'essaye. Comment tu fais financièrement? Parce que du coup, tu gagnes de l'argent en étant professeur de sport, mais tu Mais gagnes aussi un petit peu via Twitch ou via les jeux. du coup, financièrement, on va dire qu'il y a, alors attends, 80% qui est mon travail de professeur, essentiellement, et il y a seulement, bon, après, je suis déjà très content, 20% qui vont être royalties, donc les jeux. Parce que quand ils se vendent, je touche un très, 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 très faible pourcentage. Arrêtez de croire qu'on devient riche. Et j'ai aucun problème, et je sais que d'autres n'osent pas le dire, mais on est à quelque chose comme 50 cents par boîte de jeux vendus. Donc, les amis, une fois que vous les avez déclarés, les 50 cents, il vous en reste 40. Voilà. C'est pas. Et j'ai pas des jeux qui ont fait des millions d'exemplaires, au contraire. Donc voilà, donc ça a marqué un temps, ça a fait des sous un temps, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'auteurs de jeux que vous allez voir beaucoup dans des jeux de société. Parce qu'en fait, ils ont besoin d'un roulement. Ils sortent pas mal de jeux de société, ce qui leur permet d'avoir des revenus un peu plus réguliers. C'est un peu mon objectif aussi. C'est que là, j'en ai que deux réellement, encore dans le commerce. Et donc, bah, j'aimerais bien en avoir plus. Et plus j'en aurai, plus potentiellement ça dégage des sous. Il y a le travail de consultant qui, là, peut me rapporter des sous de manière assez ponctuelle. C'est ce qui va me permettre d'atteindre les 20% par mois. C'est des maisons d'édition qui m'engagent. Et puis, il y a le travail le plus stable et le plus régulier qui est de l'animation. Clairement, là, c'est un boulot d'animateur où j'essaie de faire valoir mon expérience en tant que professeur. Donc, clairement, travailler avec des enfants, même avec des gens, animer des groupes, bah, en tant que prof, on le fait tous les jours. Et aussi valoriser l'expérience de mon expertise en jeu de cartes. Ce qui fait que je travaille de plus en plus avec des éditeurs qui savent que je suis expert en jeu de cartes d'affrontement et donc que s'ils m'engagent, typiquement bah, Yellow avec leur gamme Shard of Infinity, Mindbug, Unmatch, Star Realms, Hero Realms, toute cette gamme-là, ils savent très très bien que bah, s'ils m'engagent moi, ils sont tranquilles, je connais les règles sur le bout des doigts, j'ai fait une centaine de parties sur chacun des jeux et j'adore en plus ces jeux. Donc en termes de mise en avant, bah, je vais m'éclater à parler de ces jeux et bah, en fait, c'est comme ça que je t'ai présenté Mindbug, il me semble, toi Mm, mm. dans mes souvenirs, tu vois. Et en fait, je m'amuse à faire ça. Donc, je suis payé, ça fait un peu des petits sous et ça permet de compléter, on va dire, les mois. Comment tu as fait, parce que tu as, eu l'opportunité donc, de créer l'école, donc je pense que vous étiez plusieurs, Mhm. vous étiez 5, 10, et comment ça On s'est était passé pour 17 créer ans. cette école? On était 18. Ok. C'est des gens qui travaillaient sur un projet. En fait, c'est des gens qui se réunissaient depuis plusieurs années en mode comment changer l'enseignement. Aussi simple que ça. Comment est-ce qu'on peut changer l'enseignement? Et de base, l'objectif, quand j'ai rejoint l'équipe, c'était créer une école dans les bois avec 20 élèves. Enfin, vraiment, c'était un groupe d'une vingtaine de personnes qui juste se réunissaient pour discuter. C'était pas on va faire une école. On discutait et puis ben, ceux qui feront l'école feront l'école. Et il s'avère que par jeu de chance et d'opportunités, parce que c'est vraiment que ça essentiellement, hein, il y a eu des opportunités dans les communes où il y a une école qui allait fermer et du coup il y a des bâtiments qui étaient vides. Cette commune-là avait déjà des écoles primaires, donc en dessous de 12 ans, qui étaient à pédagogie active. Ils cherchaient peut-être un projet. Nous, on avait un projet, ça a matché et on a créé l'école. Je fais un énorme résumé, mais en fait, c'était vraiment un parcours qui est. Ouais, j'ai encore du mal à réaliser, moi, parfois. Quand j'en parle autour de moi, les gens sont. Waouh, en fait, c'est incroyable ce qui s'est passé. Moi, je me rends absolument pas compte parce que je suis le nez dans le guidon tout le temps. Et je me rends seulement compte quand je raconte un peu en mode. Ah, c'est quand même cool ce qu'on a fait. Je voulais revenir un peu sur les difficultés que tu as rencontrées. Est-ce que tu peux nous en partager et puis trouver bah, quelles sont les solutions que tu as trouvées à tout ça? Alors, des difficultés, mon Dieu. J'en ai essentiellement rencontré plus dans le milieu auteur, en essayant d'être auteur de jeu. C'est plus là. Je suis en train de réfléchir vite fait, parce que dans la formation en ludopédagogie, etc., et dans l'enseignement, c'est au contraire beaucoup de chance et pas plus de difficultés que ça.
Donc ça a été assez facile. En termes de créateur de contenu, comme j'ai jamais cherché à gagner ma vie dessus, j'ai pas rencontré de difficultés particulières étant donné que ma chaîne est complètement indépendante. On ne me paye pas pour faire des vidéos et inversement, je fais les vidéos que j'ai envie de faire quand j'ai envie d'en faire et si j'ai pas envie d'en faire, j'en fais pas. Il y a eu une phase où je me sentais obligé de faire des vidéos. Donc, si vous êtes créateur de contenu, que vous avez envie de faire du contenu et que vous vous sentez obligé, arrêtez tout de suite. Votre psychologie ira mieux. Mais il y a des phases où je me suis senti obligé de sortir des vidéos et il fallait que je parle de ça et de ça. Il fallait aussi que je réfléchisse à ce que je disais parce que je me dis, il faut pas que je dise des choses que j'aime pas. Il y a eu toute cette phase comme ça et la solution, ça a été, j'ai arrêté pendant quelque chose comme quelques mois. Et puis j'ai retrouvé ce côté de j'ai trop envie d'en faire des vidéos et où je me suis dit, bah ok, je ne parle que des choses que j'aime. Comme ça, tout ce que je n'aime pas, j'en parle pas en vidéo, c'est beaucoup plus facile. Et j'ai pas envie de commencer à critiquer des gens qui ont fait un travail sur un jeu, mais qui n'est pas pour moi. Pas parce qu'il n'est pas pour moi, qu'il n'est pas pour quelqu'un d'autre. Il y a eu ce travail-là de maturité à devoir prendre, hein. Contrairement à ce que j'ai dit à un moment dans la vidéo, si vous avez été attentif en disant le jeu est nul pour moi. Il y a une petite nuance qui est hyper importante. Voilà, il y a eu ce travail-là et puis du coup maintenant ma chaîne YouTube elle grandit et je m'éclate à faire ce que je veux. Et dans le milieu de l'auteur de jeux de société, ben, c'est exactement ce que je fais dans mes vidéos. J'en parle dans mes vidéos état des lieux si vous voulez plus d'infos, mais c'est vraiment tout le travail autour du trouver un éditeur, travailler avec un éditeur, se faire distribuer, faire un bon jeu, arriver à en faire parler aussi. Quand Timeland il est sorti, c'était vraiment pas facile de faire parler du jeu autour de lui parce que c'est Ferti Games, c'est une très chouette maison d'édition. Ils ont fait Taluva, ils ont fait d'autres petits jeux de société super cool, ils ont fait Complot, ils ont fait des succès quand même, mais c'est pas une énorme maison d'édition qui a des moyens marketing à pouvoir mettre. Et donc, petit auteur, petite maison d'édition, je me permets le mot petit, difficile quand à côté, la même semaine de Timeland, il y a Seven Wonders Architect qui sort. La même semaine. Bon, ben voilà, et Seven Wonders Architect est un excellent jeu, hein, attention, hein. Mais c'est reproduction, Antoine Boza, une licence en plus, le Seven Wonders c'est devenu une licence. Bon, voilà, en termes de com, c'est assez compliqué, donc il faut pas croire. D'abord, il faut arriver à signer des jeux. Ensuite, une fois que tu les as signés, il faut arriver à les vendre d'une certaine manière pour peut-être que moi, j'arrive à dégager un petit peu d'argent. Beaucoup, beaucoup de difficultés en ce moment, surtout en ce moment, ça fait un an que j'ai pas signé de jeu de société. Et essentiellement, quand je discute avec des éditeurs, ils sont full jusqu'en 2025, 2026. Ils sont très réticents à re-signer des nouveaux jeux parce qu'ils en ont énormément dans les cartons et aussi ils n'arrivent pas à vendre tout ce qu'ils créent parce qu'il y a énormément de jeux. Donc, et là, on a atteint un pic. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'il va évoluer ce pic, hein, on verra bien. Mais donc voilà, ça fait tout un truc de la grosse difficulté et la solution. Désolé, je la cherche encore. Être patient, être au bon endroit au bon moment, c'est ce qu'on a dit sur mes vidéos. Être patient, être au bon endroit au bon moment, se créer des opportunités. Et c'est pour ça, par exemple, c'est pour ça, par exemple, que je vais au festival beaucoup pour réseauter, rencontrer des gens, que les gens voient un peu qui je suis et essayer de me faire un peu remarquer et convaincre avec mes jeux, évidemment aussi. Il faut arriver à convaincre avec mes jeux et j'ai pas la prétention de dire que j'ai créé les meilleurs jeux de l'univers. Au contraire, j'ai la prétention de dire que par contre, c'est ce qu'on appelle des OK games. C'est-à-dire que si je te fais jouer à un de mes prototypes, je suis sûr au moins d'une chose, c'est qu'il fonctionne. Il est peut-être pas hyper inventif, il est peut-être pas super top à un Spiel des Jahres, mais au moins il fonctionne, on va pouvoir faire une partie et ensuite, après, libre à toi de l'apprécier ou non. Mais si Et tu as des solutions, je t'écoute, hein. Jules Messo, qui a créé Acropolis, Oui, je vois très bien. qui disait que ouais, il avait des difficultés, mais en même temps, comme avant il était éditeur, bah, il a eu des facilités aussi. Mais lui, il se concentre que sur un seul jeu. Et il Mm. disait que c'était vraiment sa stratégie parce qu'il dit il y en a plein qui font plein de jeux en même temps. Du coup, tu t'éparpilles, tu te concentres pas sur un. Certes, c'est un risque, mais il dit moi, c'est ma façon de faire. Et du coup, Oui, il travaille dessus beaucoup, 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 quoi. ouais, travailler sur un jeu, c'est aussi ça, hein, c'est que ça te prend beaucoup de temps. Moi, je présente mes jeux à des éditeurs après un an de travail dessus au moins. Alors, encore une fois, vous avez entendu, j'ai une vie, donc c'est pas professionnellement tous les jours. Pendant un an, j'ai travaillé sur ce jeu-là. Et Jules Messo non plus. Comme beaucoup d'auteurs, on ne vit pas du jeu de société. Mais sur un an de travail, ça veut dire que j'ai vraiment quand même bien bossé dessus avant de le présenter à un éditeur, étant donné que souvent, tu n'as qu'une seule chance. Quand tu présentes un éditeur, sachez-le, vous n'aurez qu'une seule chance. Souvent, tu présentes un jeu, c'est soit oui, soit non. Et si c'est non, reviens pas en disant j'ai corrigé une ligne de règle. Tu peux représenter ton jeu, mais alors il faut vraiment qu'il y ait un énorme changement dans ton jeu pour dire ok, ça vaut la peine de vous le représenter. Et oui, voilà, ouais, je comprends très très bien. Moi, je travaille sur plusieurs jeux à la fois, comme ça, quand
J'ai une vision où j'ai plusieurs éditeurs. Et quand je vais dire bonjour à un éditeur, je lui demande un peu ce qu'il recherche en ce moment. Et en fonction de ce qu'il recherche, hop, dans mon sac, j'ai peut-être quelque chose pour lui. Et parfois, j'ai rien. J'ai des éditeurs, ils me disent, oh, on recherche un jeu expert. Je crée absolument pas des jeux experts. Donc, c'était un petit peu en mode, bah, je sais que Super Meeple, par exemple, pour les citer, je les adore, j'adore tout ce qu'ils font, mais je ne crée pas des jeux qui, selon moi, pourraient aller dans leur ligne éditoriale. Donc, bah, je les embête pas, ils m'embêtent pas, et je suis juste content de suivre leur aventure. Du coup, quels seraient les projets pour la suite? Alors, il y a pas mal de projets. Les projets pour la suite. Être auteur de jeux de société, donc arriver à signer des jeux de société. Ça, c'est essentiellement premier projet. Deuxième projet, c'est tout ce qui va être dans la formation ludopédagogie. Comme je te le disais, je développe un petit peu cette formation et j'aimerais être engagé par la communauté française pour justement pouvoir aller donner des formations plus facilement et être rémunéré de manière aussi pas conséquente, mais en fait être rémunéré, même si là je le suis déjà, hein, mais être bien rémunéré de manière un peu plus stable. Si tout ça, ça marche pas, dernièrement, comme j'étais beaucoup dans... Je fais des jeux, les gens aiment bien mes jeux, les éditeurs aiment bien mes jeux, mais ils les signent pas. Bah, j'étais en mode, bah, en fait, il y a des chances qu'un jour ou l'autre, il y ait un genre de maison d'édition qui se crée, mais selon quelle forme? Sans doute, ce ne serait pas selon les formes traditionnelles du jeu de société où il y aurait un réseau de distribution dans les boutiques, etc. dans un premier temps, parce que bah, financièrement, j'ai juste pas du tout les reins solides pour pouvoir créer ma maison d'édition et faire tout ce travail-là parce que bah, j'ai un autre métier. Mais j'y réfléchis de plus en plus. Je m'associe avec deux, trois amis et on y réfléchit de plus en plus en mode bon, bah en fait, les maisons d'édition nous disent que c'est des chouettes jeux, mais eux, c'est pas pour eux ou non. Bah d'accord, mais alors du coup, peut-être pour nous, se lancer dans l'aventure, ça, ce serait un projet potentiel. Mais attention, hein, si ça se trouve, il y aura rien de tout ça et c'est tout à fait possible. Et comment tu arrives à gérer, pardon, étant donné Est-ce que tu as plein de casquettes, donc créateur, youtubeur, professeur de sport, mais aussi formateur ludopédagogique, comment tu arrives à gérer tout ça? Bah, je suis hyper actif, donc voilà, hein, ça, je pense que la réponse, elle est donnée. Et je pense que les gens le savent, ceux qui m'entourent. C'est de l'organisation. Franchement, moi, je ne conçois pas obligatoirement à l'heure actuelle, avec ma jeunesse aussi, hein, attention, hein, quand je serai peut-être plus vieux ou moins, mais je conçois pas ma vie autrement qu'une vie qui est dans tous les sens et qui bouge beaucoup et qui me stimule. Du coup, moi, j'ai la chance de considérer que je fais que des choses que j'aime. Le métier que je fais, je l'adore. Dès que je sors des cours, je suis content. C'est pas pour ça que je suis pas fatigué. C'est pas pour ça que par moments je suis pas triste. On a tous nos phases et c'est complètement normal. Mais foncièrement, dans le fond, j'adore tout ce que je fais. Je suis hyper passionné de tout ce que je fais. Donc, comment je fais pour te dire, bah, être passionné. Faites ce qui vous plaît. Moi, c'est vraiment la phrase bateau que je dis à mes élèves. Je déteste dire cette phrase. Et en même temps, d'un autre côté, c'est la meilleure des choses. Faire des choses qui vous passionnent, qui vous parlent. Faites ce que vous aimez vraiment. Et je pense que c'est comme ça que ça vous permettra d'arriver à gérer toutes les phases de votre vie. Le travail, c'est un pilier dans le camembert hein, de plein de choses. Et bah, moi, j'arrive à faire de mon travail une passion et à prendre du plaisir un maximum, si c'est pas tous les jours, allez, d'accord, mais un maximum. Et donc, c'est comme ça que j'arrive à gérer tout. Et puis, bah, on se revoit dans 10 ans. Hein, et dans 10 ans, peut-être que je ferai beaucoup moins aussi. Je fais beaucoup de choses, par exemple, dans le monde du jeu, parce qu'il n'y a rien qui me dégage suffisamment de salaire que pour que je puisse m'y investir à 100%. Et donc, bah, j'y révolte. Imaginons, je ferais du contenu et je ferais 1 million de vues tous les jours, etc. Là, je pense que clairement, en termes de contenu et de revenus, bah, j'en dégagerais. Et donc, ça m'empêcherait peut-être de faire d'autres trucs parce que bah, ça me prendrait du temps. Là, comme je peux faire un peu tout, vu que tout marche pas, on va dire, bah, on fait un peu tout. Et puis, on voit dans quoi je m'éclate le plus. Mais je pense que ouais, ça va être compliqué dans ma vie de me retrouver en mode je fais rien. Bah, c'est ce que je me disais. Est-ce que ça te convient d'avoir ce rythme, de faire plusieurs choses à la fois? Parce que si tu ferais qu'une chose, peut-être que ça serait trop ennuyeux pour toi. Peut-être, je sais pas, je connais pas trop. Mais j'ai des phases, hein. Enfin, ça fait toujours. Encore une fois, il faut vraiment imaginer que dans mon programme, moi, à un moment, je me suis dit, j'ai 24 heures dans ma journée. Bah, je vais dormir 8 heures parce que je vais dormir tôt, je me lève tôt. C'est hyper important pour moi. Un bon, un bon rythme de sommeil. Bon, sauf en festival, hein, attention, en vacances, etc. Les rythmes évoluent, mais en temps normal. Et puis, bah, qu'est-ce que je fais de ces 24 heures? Je m'accorde des moments où j'ai rien, je m'accorde des moments où je prévois des choses. Et donc, j'ai un agenda. Google Agenda, c'est mon ami, hein, mais waouh! Et j'ai un agenda où je structure un petit peu ce que je vais faire. Et il y a des phases aussi où je vais pas hyper bien, où psychologiquement, je suis pas en forme, ou parfois je suis malade, hein. Et alors là, bah, j'envoie tout péter, j'annule tout ce qu'il y avait dans mon agenda, je supprime tout. Et pendant 2 semaines, je prends du temps pour moi, je flâne, je fais rien. Et je pense que j'ai cette chance de pouvoir me permettre encore de faire un peu tout comme je veux.
C'est ce que je disais, dans le monde ludique, comme le monde ludique ne me permet pas de gagner ma vie, d'un autre côté, pour moi, je le vois comme quelque chose d'extrêmement positif. C'est que j'ai un métier qui me passionne et qui me rapporte de l'argent tous les mois. Donc tout ce que je fais dans le monde ludique, c'est du bonus. Si ça me rapporte de l'argent, tant mieux. Si ça ne m'en rapporte pas, tant pis. Si demain, je veux arrêter de faire des vidéos YouTube, j'ai pas de pression sociale d'une manière ou d'une autre de les faire ou pas. Si demain, je veux plus jamais présenter de prototypes et je veux juste jouer aux jeux des amis parce que les jeux de société sont cool, je peux. En fait, j'ai cette liberté et ce mot, il est important pour moi, c'est arriver à me créer une liberté complète. Et donc, bah voilà, peut-être que ce sera grâce au monde ludique un jour ou l'autre, financièrement. Mais demain, si je veux tout arrêter, je peux. Et donc, ça me laisse ce côté où je m'écoute beaucoup en fait, hein. Vous, quel est ton type de jeu et quel est ton jeu du moment? Alors mon type de jeu, si vous avez vu que j'étais expert en, et j'ai parlé de Keyforge, etc., mon type de jeu, c'est les jeux de cartes à collectionner, les jeux de cartes d'affrontement, les jeux de deck building. Donc Dominion, par exemple, donc ce qui est deck building pendant la partie, et Flesh and Blood pour ce qui est du deck building avant la partie. Et mon jeu du moment, ça va être un peu compliqué. J'ai testé Spellbook, mais il n'est pas encore sorti. Donc en fait, c'est ça. Attends, un jeu qui serait sorti en boutique. La facilité serait de dire Mindbug parce que c'est clairement mon jeu du moment. Mais ouais, non, c'est sans doute. Attends, je regarde là. Là, je pense que c'est Mindbug qui va gagner. J'ai fait les animaux de Baker Street qui est pas dans mon style, qui est pas dans mon style de jeu de base, hein. C'est un jeu d'enquête chez Yellow qui était vachement sympa. Non, non, clairement, ce sera Mindbug alors. S'il doit être sorti Mindbug, s'il n'est pas encore sorti Spellbook, je vous invite à regarder chez Spaceco, il va arriver. Un genre de Res Arcana version un peu plus épurée, je dirais, attention, c'est moi qui fais des résumés. Et ouais, il m'a pas mal plu, j'ai pu le tester, j'aime bien. Et c'est vrai qu'en fait, moi, comme je travaille beaucoup avec des maisons d'édition, c'est une bonne question que tu poses là parce que souvent, j'ai aucune conscience de ce qui est sorti en boutique, étant donné que je travaille parfois 1 ou 2 ans à l'avance avec des maisons d'édition. Il faut savoir ça, hein, moi-même, mes jeux, si je signe un jeu aujourd'hui, là maintenant, qu'on me téléphone, on me dit je signe un jeu, c'est 2 ans plus tard qu'il arrivera en boutique. Donc pendant 2 ans, moi, je considère qu'il est déjà existant vu que je travaille dessus. Mais en fait, non. Donc c'est assez particulier ce travail de présent, passé, futur. Quels sont les conseils que tu donnerais soit à un créateur de jeu ou à des joueurs ou à des personnes qui aimeraient faire comme toi, former des personnes dans le monde du jeu ou créer une école pour faire le ludo pédagogique? Pour tout ce qui est la ludopédagogie, le conseil premier, ce serait bah, renseignez-vous. Regardez un petit peu autour de vous s'il n'y a pas des gens qui en font déjà. Allez parler avec eux. Essentiellement, allez, venez parler avec moi hein, si vous voulez. Avec grand, grand plaisir. Je suis assez facilement contactable et je réponds. Je réponds pas tout de suite parfois, ça dépend. Si tu envoies un message au bon moment, je vais répondre. Si dans mon agenda, ça se met. Et si je suis occupé, je répondrai pas. Mais donc, ouais, franchement, pour la ludopédagogie, c'est vraiment aller se renseigner parce que je pense que ça va évoluer dans les années futures et que du coup, il va y avoir de plus en plus de choses qui vont être mises en place pour pouvoir s'y intéresser. En termes de création de contenu, ce sera, comme j'ai dit, faites des choses qui vous plaisent. Ne vous sentez absolument pas obligé de faire des vidéos. Et si je peux avoir une petite demande, ce serait, c'est cool si vous apportez quelque chose et pas une énième fois, on va faire des vidéos de règles. Alors qu'il y a déjà 1 milliard de vidéos de règles, mais peut-être si vous faites une vidéo de règles de manière un peu rigolote ou avec votre patte, quoi. Il faut trouver un petit peu sa patte. Alors d'abord, il faut tester et copier-coller des choses qui existent et puis voyez dans quoi vous aimez bien faire les vidéos. Mais trouvez-vous votre petite patte. Typiquement, moi, au fur et à mesure du temps, j'ai trouvé mon concept de vidéo avec 5 raisons d'y jouer. Je parle de jeux de cartes d'affrontement et j'analyse le game design parce que c'est ce qui me passionne, c'est les mécaniques de jeu. Les illustrations, elles sont belles ou pas belles, c'est pas grave pour moi, par exemple, c'est pas quelque chose qui m'importe. Donc je partage vraiment des choses qui sont importantes pour moi, je décortique et je le fais avec un peu ma casquette de pédagogie et donc j'essaie de vulgariser un peu le jeu de société ou de accompagner les gens là-dedans et je pense que c'est ce qui amène ma petite patte et qui fait qu'il y a des gens qui me suivent. Donc ça, c'est pour la création de contenu. Pour le métier d'auteur, ne devenez pas auteur. Mon conseil, ne devenez pas auteur comme ça, j'ai peut-être une chance. Et plus honnêtement, osez partager vos jeux. Souvent, les gens ont très très peur. On a fait une réunion à la SAJ, Société des auteurs de jeux, qui existe. Donc déjà, vous voulez être auteur, allez regarder la Société des auteurs de jeux. Il y a un site internet avec une mine d'informations qui est incroyable, avec carrément un contrat type, quelles sont les relations avec les éditeurs. C'est dingue, franchement, faites-vous plaisir. Et surtout, osez présenter vos jeux à gauche, à droite. Nous n'allons pas vous les voler. En tant que jeunes auteurs, on a plutôt tendance, j'ai la chance d'avoir accompagné 3 personnes dans des jeux de société qui sont signés, qui arriveront un jour ou l'autre, et qui m'ont remercié parce que bah, je leur ai donné des feedbacks et j'ai partagé des choses avec eux, etc. Et je suis en mode, c'est un milieu extrêmement bienveillant et j'essaye qu'il le reste.
Donc, osez parler autour de vous et armez-vous d'énormément de patience, hein. Franchement, là, clairement, armez-vous d'énormément de patience et acceptez peut-être que votre jeu n'est pas le meilleur du monde. Moi, j'ai accepté depuis longtemps, mais parfois, j'ai rencontré des auteurs de jeux qui ont du mal avec les critiques, même si on les fait avec la meilleure bienveillance du monde et ils veulent pas obligatoirement l'entendre. Et du coup, c'est toujours un peu compliqué quand on te fait tester un jeu, on veut ton avis, et quand tu le donnes, genre, tu comprends vite que tu peux pas le donner, et donc tu es un peu en mode, ah, c'est dommage, quoi. Acceptez la critique, acceptez-les toutes, c'est mes conseils que je donne en game design quand j'aide des gens. Tu notes toutes les critiques des gens, et puis tu rentres chez toi, tu dis merci. Tu dis pas, tu te justifies même pas. Il n'y a pas besoin de dire oui, mais on s'en fout. Tu dis merci, tu rentres chez toi et tu regardes ta liste et tu fais bon, ça, ce qu'il avait dit, c'était une bonne idée en fait. Ça, ce qu'il avait dit, c'était nul. Il n'avait pas conscience que telle ou telle chose était pris en jeu, hein, pris en compte. Et donc, avec ça, ça vous permettra d'avancer sur vos prototypes. Mais franchement, contactez-moi. Je donne mes conseils gratuitement pour l'instant, mais peut-être un jour, je les ferai payer, hein. Quelle est la définition que tu donnerais du mot joueur? Quelqu'un qui joue à un jeu de société, c'est nul. C'est nul, cette définition. C'est quoi ta définition, que je sache un peu? Oh, bah, pour moi, c'est une personne qui prend plaisir à jouer et puis l'important, c'est de se réunir autour d'une table et de partager un moment ensemble. Je serais peut-être pas 100% d'accord. Euh, L'important, c'est de jouer. C'est une phrase que j'ai vite enlevée en disant oui, bon, après, quand tu joues à un jeu de société, tu as envie de gagner. Ou normalement, si tu t'inscris dans un jeu qui est compétitif, quel qu'il soit, hein, où il y a le but d'avoir le plus de points de victoire, je vais être en mode si tu joues pas pour gagner, parce que clairement, moi, j'adore le côté rencontre. Dans la définition de Major, il y aurait rencontrer les gens, discuter avec eux, s'amuser, tout ce que tu veux, et évidemment. Mais il y a des règles qui sont régies dans un jeu de société qui t'emmènent vers un point de victoire. Donc, il faut au moins que tu essaies de mettre des choses en place pour gagner. Sinon, en Mm. fait, tu vas pas prendre du plaisir dans le jeu. Le plaisir du jeu va venir dans le fait que tu mets des stratégies en place qui marchent ou qui ne marchent pas et les interactions avec les autres. Tu as vu, je suis en train de te faire une belle définition. Ben, pour moi, il n'y a pas de mauvaise définition et Non, chacun non. a son point de vue. Ouais. Pour moi, c'était vraiment le fait de rassembler du monde autour Ouais. d'une... Ça, c'est vraiment le point fort. Ça va dépendre dans quelle situation. Moi, ça va dépendre du jeu, énormément du jeu. Je joue avec ma famille ou avec mes amis autour de moi. Je vais jouer pour jouer, dans le sens où je ne vais pas obligatoirement chercher à gagner parce que je sais que si je veux gagner, je peux y arriver. Étant donné que souvent, bah, j'ai genre 20 ans d'expérience dans le jeu de société, je joue tous les jours, toutes les semaines, toutes les heures. Donc, clairement, par rapport à des amis qui jouent beaucoup moins, si je me concentre un peu plus, je peux arriver à challenger. Et donc, du coup, bah, souvent, je joue pour m'amuser. Souvent, je gagne quand même. Mais je vais créer, euh, je vais créer le show autour de la table. Moi, j'adore amener dans une ambiance, rigoler, m'esclaffer, être un peu excentrique ou créer un univers. On a joué à Vol de nuit, qui est un super chouette jeu coopératif. Donc déjà, c'est coopératif, mais où tu peux soit y jouer très mécaniquement, soit c'est basé sur Antoine de Saint-Exupéry. Et donc, clairement, moi, j'emmène sur ce côté poétique d'une histoire et je raconte une histoire pendant qu'il y a juste un avion qui est en train de se déplacer et nous qui jouons des cartes, hein. Et j'adore faire ça parce que je trouve qu'on passe un meilleur moment. Ou alors, parfois, je vais dans des événements de jeux, des petits tournois, ce genre de choses. Et alors là, non, désolé, il n'y a plus d'amis, hein. Là, je viens pour gagner. Je viens pour affronter des personnes, mais je sais que les autres personnes viennent aussi dans ce cadre-là. On vient pour s'affronter dans un tournoi. C'est pas pour ça qu'on peut pas s'amuser, hein, mais tu viens pour gagner. Tu viens pas pour juste, ah, on a passé un bon moment. Oui, mais je viens pour te battre, quoi. Ok. Qui est-ce que je pourrais interviewer? Un auteur extrêmement accessible, extrêmement gentil, Théo Rivière. Je peux te mettre en contact avec lui, il est génial. Clairement, lui, en termes de parcours, il a des choses à raconter. Et il vit du jeu de société, donc ça pourrait te faire une belle transition. Un éditeur, peut-être Geek Attitude Games, qui est une petite maison d'édition belge qui va sortir un jeu prochainement, donc ils auront une actualité qui est super cool. C'est la première qui me vient et parce que je l'ai vu hier, donc c'est pour ça mon cerveau, je viens de le voir hier. Et j'ai dit une association, c'est WannaPlay, c'est une association dans laquelle je suis maintenant. C'est une ASBL qui a pour vertu de répondre à ta définition d'un joueur, étant donné que leur slogan c'est rencontrons-nous. Donc c'est vraiment cette idée de faire rencontrer les joueurs par des événements. Et c'est justement, on organise un événement samedi à Bruxelles de rencontres, de jeux de société. Et ils font plein de choses et il y a plein de choses qui se développent. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose pour les joueurs qui nous écoutent? Bah, mettez des commentaires, réagissez, dites-moi à quel point vous êtes endormi en nous écoutant ou à quel point vous avez été passionné. Et je me fais un plaisir de répondre aux commentaires. Donc sur ta vidéo, j'irai regarder les commentaires et sinon contactez-moi en message privé.
J'essaye vraiment de transmettre ça. Donc, c'est vraiment, s'il y a vraiment un truc que je peux transmettre, c'est cette bienveillance dans le monde du jeu de société que je veux qu'il existe pendant les 40 prochaines années au moins. Et donc, n'hésitez pas, osez venir poser des questions, osez donner votre avis sur tout ce que j'ai dit et osez dire que je me suis trompé dans un truc que j'ai raconté. J'ai aucun problème avec ça et faisons-le avec la plus grande des bienveillances. Et bisous, bye comme je dis en fin de vidéo. Moi, je féliciterai déjà tous les joueurs qui ont été jusqu'au bout de la vidéo Ouais. et qui vont mettre en commentaire, moi j'ai été jusqu'au bout. Ok, bah super, c'était super intéressant. Merci. C'est la première fois que je vois une personne qui a autant de casquettes, je crois. Merci. À un moment, je faisais une émission qui s'appelle D'un deck à l'autre. Et en fait, je demandais à des gens qui faisaient partie du monde du jeu en particulier, par exemple, Keyforge, et ils devaient me présenter leur deck, mais je leur posais plein de questions sur eux, parce qu'évidemment, c'était des gens qui étaient investis dans le monde du Keyforge, mais ça me permettait d'avoir un point d'entrée, et puis on faisait plein de discussions, et c'était trop cool, j'adorais cette émission. Je vais la reprendre un jour, à un moment. Mais j'ai trop d'idées, j'ai pas de temps, j'ai pas de temps pour faire des émissions, moi. Putain, franchement, bah, j'adore faire des vidéos, mais là, tu vois, j'ai fait une vidéo à PEL, mais elle tremble. Et parce que j'avais pas mis mon stabilisateur. Je suis vraiment juste un gros débile. Et, Ah, et donc, du coup, le fond et ce que je raconte est super cool, non, mais c'est sympa. Mais tu vois, pendant la vidéo, que ça fait comme ça, et je me dis, oh putain, les gens, ils vont me tuer si je la publie. Donc, je suis un peu entre deux. Si elle apparaît à un moment, elle apparaîtra. Mais je pense que je vais la mettre en privé et que je vais juste la publier autour de moi en mode, bon, voilà, les amis, je la mets pas en public parce que bah, je considère qu'elle est pas hyper top. Et donc, j'essaye d'avoir une notoriété propre en ce moment dans mes vidéos. je serais curieuse de la voir parce que justement, j'avais interviewé Sylvain et Marian, des bénévoles à Paris Ludique, et je leur Mhm. avais dit que j'ai pris plein de vidéos dans la journée et que je voulais faire un retour, mais faire plein de petits montages avec une musique et ouais, faire un retour de Paris Ludique en mode sympa, quoi. Et Ouais, bah, je voulais faire ça pour les semaines qui viennent, quoi. Voilà. ouais. Donc, je serais curieuse de voir ta vidéo pour voir ce que tu montres. Parce que c'est Oh, toujours. bah, après, moi, c'est un concept qui s'appelle les expériences ludiques. Et donc, du coup, ça fait plusieurs années que je le fais. Tu pourrais presque retrouver celle que j'ai fait l'année passée qui tremble aussi, mais un peu moins. Et c'est juste, en fait, c'est très, très simple parce que moi, j'aime bien faire des choses simples qui ne me prennent pas 1000 ans à faire du montage. Je déteste faire du montage. Tout ce que je fais, c'est ce que j'appelle du pré-montage parce que je Ok. fais du stream. Donc, c'est comme ça que je fonctionne moi parce que j'en ai eu marre de faire des montages. De toute façon, les gens me regardent plus en ne faisant pas de montage qu'en faisant du montage. Parfois, je passe 8 heures à faire un putain de montage vidéo et tout bien réfléchi, incrustation, musique, tout ce que tu veux. Je fais 100 vues et puis je fais une vidéo face caméra où je parle pendant 1 heure et je fais 1000 vues. Bah alors, allez vous faire foutre, je vais pas faire un montage. Et du coup, c'est essentiellement, je vous emmène comme si vous y étiez. Donc en fait, je fais tout le tour de Paris et Ludique. Et je raconte des choses autour de ce qui se passe pendant le festival, je raconte des choses autour de moi et du jeu de cartes. Et donc vraiment, c'est juste, t'imagines que je me balade et je fais tout le tour de Paris et Ludique et je montre un peu, comme si les gens ils y étaient. C'était mon concept en mode, comme si vous y étiez avec moi, vous n'avez pas pu y venir, bah, venez-y en vidéo. Ok, ouais, c'est pas mal. Mais je te l'enverrai sans doute. Elle est publiée en fait, elle est en cachet, mais elle est publiée. Merci pour Merci. le partage et Avec puis grand plaisir. à une prochaine. Ouais, ouais, ciao, ciao, bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc si vous voulez en savoir plus, eh ben, je vous invite à cliquer en dessous sur le bonus que j'offre gratuitement. Donc à savoir comment s'éclater en famille. Donc en fait ce sont des vidéos qui vous présentent des jeux de société où vous pourrez vous éclater en famille. Voilà, je vous laisse mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, commenter si vous avez quelque chose à nous partager. Et bah, sinon je vous dis à la prochaine et surtout abonnez-vous si vous voulez avoir d'autres interviews et d'autres vidéos sur les jeux de société. Salut!